Fabrice Bourlan, bonjour. Bonjour. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Ça fait un petit moment que vous écrivez, que vous publiez. On se décide seulement maintenant à vous rencontrer. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, je vous découvre dans la... C'est une série, hein, Hollywood Monster. Donc là, Alors, Hollywood Monster, c'est le 6e, c'est le dernier titre de la série. Expliquez-nous, je vous en prie. La série, elle a commencé en 2008, de manière plutôt rigolote, parce que c'est pas tous les auteurs pour qui ça fonctionne comme ça. C'est que j'avais écrit mon roman, Le Fantôme de Baker Street, qui est donc le premier titre de la série, seul dans mon coin, tranquille. J'avais profité d'un congé paternité pour me lancer dans l'écriture au long cours, parce que jusqu'à présent, j'écrivais surtout des textes courts, des nouvelles. D'accord. Et une fois que j'ai fini mon bouquin, qui était vraiment le bouquin que j'avais envie de lire, que j'aurais eu envie de lire moi en tant que lecteur, je l'ai envoyé à 3 ou 4 gros éditeurs parisiens en me disant, bon voilà, s'ils sont pas pris, si le manuscrit n'est pas pris, je me débrouillerai en l'envoyant chez les petits éditeurs, comme on fait toujours. Et puis 10-18 m'a rappelé pratiquement dans la foulée, pour me dire, votre bouquin il est super, on adore vos personnages, et il faudrait que vous les fassiez revivre. Enfin, on aimerait que vous les fassiez revivre pour une nouvelle aventure. Et en plus, on a une politique chez 10-18 dans la collection Grand Détective, c'est qu'on lance toujours 2 bouquins en même temps d'un nouvel auteur pour montrer aux libraires que voilà, c'est un auteur qu'on a sous le pied, quoi. C'est ça, exactement, qu'il y aura d'autres épisodes, parce que l'idée c'est de partir sur une série à chaque fois dans le Grand Détective. Voilà. Vous la connaissiez bien, la collection, avant? Oui, j'avais envoyé à 10-18 parce que justement c'était l'éditeur, voilà, pour moi 10-18, la collection. Alors, à l'époque en plus, dans les années 90, il y avait des bouquins qui étaient axés policiers, il y en avait aussi un peu en fantastique, il y avait les bouquins édités par Francis Lacassin, qui était un grand critique, anthologiste, qui avait fait des séries, enfin, qui avait proposé au public des séries absolument géniales. Donc vraiment, 10-18, c'était à la limite mon premier choix. Donc hyper récompensé, quoi. Hyper récompensé. Sauf que quand je suis venu voir l'éditrice qui m'avait appelé pour mon premier rendez-vous et qu'elle m'a proposé de publier un deuxième bouquin, je lui ai dit, le seul problème c'est que j'en ai qu'un. Mais qu'à ça ne tienne, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire le second? Et puis à ce moment-là, on sortira les 2 bouquins en même temps. Gros boulot quand même. Alors moi qui pensais venir chez un éditeur signer un contrat, un peu comme on voit dans les films, pour pouvoir après se mettre au bord de la piscine avec une paille entre les dents, c'était un peu raté, parce que je suis reparti vite à bosser, quoi. Avec 4 fois plus de boulot que ce que vous avez imaginé. En un an, il fallait vraiment que je boucle le deuxième bouquin. Mais en fait, ça a été très positif, parce que j'avais à la fois de la pression sans en avoir une, c'est-à-dire que la pression parce qu'il fallait que ce deuxième bouquin soit bon pour pouvoir être publié en même temps que le premier, la série commence vraiment. Et puis en même temps, j'en avais pas, parce que je me disais, si c'est pas bon, ça sera pas pris, et puis voilà, et puis ça s'arrête là, et puis basta cosy, quoi. Mais vous, au tout début, vous aviez un one-shot en main, vous ne partiez pas forcément sur une série. Voilà. Ça, c'est super. Sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, tous les éléments étaient là pour une série sans que je m'en rende compte, puisque c'était la première enquête de mes détectives, ils avaient 21-22 ans chacun, ils ouvraient leur cabinet à Londres, enfin, tout était vraiment en germe pour effectivement inaugurer une série, mais moi je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Alors aujourd'hui, ce 6e épisode que vous proposez, c'est un inédit, aux éditions 10-18. On retrouve vos 2 personnages, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, mes 2 personnages, je vais les nommer, ils s'appellent Andrew Singleton, James Trelawney. Andrew Singleton, c'est celui qui me ressemble le plus, c'est vraiment mon alter ego. Il passe son temps à bouquiner. En général, les enquêtes commencent souvent de la même façon. Il est sur son canapé dans l'appartement de Montague Street à Londres et il est en train de bouquiner. Et en fait, il accepte une enquête policière à partir du moment où il va y avoir un rapport avec des écrivains qu'il admire, un mouvement littéraire qu'il affectionne, enfin quelque chose qui est lié à la littérature ou à la culture en général. Un peu comme la fringale culturelle, il faut que ça soit culturel pour qu'il se lève de son canapé. C'est exactement. Voilà. Pour que je me lève le matin. Et dans celui-ci, en fait, alors voilà, Andrew est canadien, James est américain. Et eux, ils ont fait... Vous savez plus parce que vous êtes déjà en train d'écrire le suivant, c'est ça? Non. C'est parce que des fois j'inverse leur nationalité. Ouais, je comprends. Mais au début, enfin dans le Fantôme de Baker Street, je leur avais fait faire le voyage inverse de celui qu'on fait à ce moment-là. C'était pas la vieille Europe vers les États-Unis. Là, c'était des Nord-Américains qui venaient faire le voyage dans la vieille Europe pour installer leur cabinet de détective. Et forcément, des Nord-Américains dans les années 30, à un moment, il fallait que je les fasse retourner aux États-Unis.
Donc je m'y suis décidé pour ce volume-ci. Mm. Et puis s'il y avait un lieu que mes détectives devaient visiter dans les années 30, il fallait absolument que ça soit Los Angeles et Hollywood, parce que c'était quand même la capitale mondiale du cinéma. Ça l'était déjà à l'époque, depuis une bonne vingtaine d'années. Et pour moi, c'était le lieu, il fallait qu'il mène une enquête. Mais alors là, on se régale. Hein. C'est vraiment, ça vous a demandé beaucoup de recherches. Alors, comme chacun des bouquins... Vous êtes un passionné quand même, Ouais, ça se sent. ouais. Oui, parce que celui-ci m'a pratiquement demandé 1 an et demi d'écriture. Et sur les 1 an et demi d'écriture, il faut rajouter à ça 6 mois, 8 mois de travail de documentation. C'est-à-dire que là, pour décrire le Hollywood tel que je le décris en décembre 1938, là, il y a plein... Je me suis mangé toutes les biographies des cinéastes dont je parle dans le bouquin, des ouvrages sur la civilisation et la vie quotidienne à Hollywood à l'époque. J'avais acheté un vieux plan que j'avais acheté sur eBay, un plan de Los Angeles pile de 38, que j'avais accroché au-dessus de mon bureau pour que sans arrêt je sois vraiment imprégné de cette culture, de cette... C'était pas la peine d'aller à Los Angeles faire des repérages parce que la ville a tellement changé depuis Ben, c'est ça. que le côté retrouver le victorien, contexte. le côté très fin 19e que je raconte n'est plus du tout dans le Los Angeles.